Le président de la République a parlé, premier entretien télévisé, et bien évidemment il y a beaucoup de commentaires, dont ceux de Danielle Simonet de la France Insoumise, conseillère de Paris, qui va nous faire part de ses impressions et de ses remarques. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Alors, Emmanuel Macron s'est exprimé, premier entretien télévisé face à des journalistes. Hein. L'impression générale? L'impression générale, c'est que pendant 1 heure, on a eu droit finalement à la confirmation que M. Macron, c'est bien le président des riches. Ah bon? Et que finalement, il ça assume. ne change pas là-dessus? Ah, moi, je trouve que ça ne change pas du tout, parce que finalement, même s'il a essayé pendant le premier quart d'heure de l'interview de parler surtout de lui et d'expliquer sur les termes de langage qu'il a pu utiliser sur les feignants, sur le bordel, sur tous ces mots-là. D'ailleurs, il assume. Hein. Finalement, il assume tout. Et pendant tout le reste de l'interview, on a eu un président qui valorise les premiers de cordée, qui sont les très riches, qui, par ailleurs, pour une bonne part, sont responsables de mettre plus de 120 milliards d'argent dans les paradis fiscaux. Hein, c'est les 4 000... À cause peut-être de la fiscalité française. Et donc, eh bien, ces fraudeurs du fisc, M. Macron les soutient et leur propose justement de leur faire cadeau de la suppression de l'ISF. Il veut qu'ils reviennent. D'abord, un, ils ne sont pas partis. 2, c'est des cadeaux énormes, parce qu'on leur supprime... Comment ça, ils ne sont pas partis? Alors, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous dites ils sont partis. Non. Ils sont partis ou ils ne sont pas partis? Physiquement, ils sont où les riches? Non, c'est où sont leurs richesses. Les riches sont en France. Mais une bonne partie de leurs richesses sont planquées dans les paradis fiscaux. Que font les États-Unis? À cause de la fiscalité française. Mais non, pas à cause de la fiscalité française, à cause de l'absence de contrôle français sur sa fiscalité. Vous savez, il y a plus de 80 milliards d'évasion fiscale par an. Pourquoi est-ce qu'on n'instaure pas un impôt universel? Les Américains, eux, si vous habitez un autre pays alors que vous êtes de nationalité américaine, vous devez payer la différence d'impôts que vous auriez payé sur le territoire américain. Nous devrions faire la même chose. Or, M. Macron glorifie les riches fraudeurs et pour mieux les satisfaire, finalement, leur fait cadeau de cette flat tax. Il n'a pas parlé de fraudeurs, il n'a pas parlé qu'il leur faisait un cadeau. Il a non, dit justement, il a valorisé leur richesse, il les a glorifiés. Plutôt que d'aller à l'étranger, il faut mieux qu'ils soient en France, et qu'en France, justement, les premiers de cordée tirent ceux qui sont derrière. Oui, mais si vous décryptez cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, parce que les très riches fraudent le fisc, on leur supprime une partie de leurs impôts. Parce que c'est ça la suppression de l'ISF. Oui, mais de fait, la suppression de l'ISF, c'est cela. Par ailleurs, l'instauration partielle, mais enfin énorme, hein, parce que finalement, c'est plus de 3,2 milliards d'euros qui vont être offerts sur les classes moyennes supérieures qui vont trinquer. Oh, supérieures, les très riches. Qui va payer cela? Vous savez, 10% des plus riches vont bénéficier de plus de la moitié des baisses d'impôts. Il n'a pas réussi à vous convaincre, c'est toujours le président des riches. Mais c'est toujours le président des riches. Et à côté de cela, par contre, il a parlé de la France qui souffre quand même. Oui, mais sauf que la France qui souffre, par exemple... Il a parlé de l'intéressement des salariés qui mais il a parlé de ça, mais il a aussi parlé des chômeurs. Et les chômeurs, il les a tout de suite assimilés, pour une partie d'entre eux, à ceux, vous savez, qui, soi-disant... Vous retenez que le négatif. J'aimerais vous entendre parler sur l'intéressement. Mais moi, j'aimerais parler quand même aussi des chômeurs. L'intéressement, c'est moi qui pose les questions. Oui, mais c'est moi qui choisis mes réponses. L'intéressement des salariés. Oui, l'intéressement des salariés. Mais vous savez, c'est une vieille rengaine libérale. Oui, commençons déjà. Libérale, je sais pas. Commençons déjà par augmenter les salaires. Vous savez, ce qu'un salarié produit comme richesse dans l'entreprise ne correspond pas à son salaire, parce qu'il y a une partie de plus-value qui est captée par l'entreprise. Donc là, on essaye de faire croire que ça va être très intéressant pour le salarié de mettre en place cet intéressement. Mais vous êtes pour, vous, quand même? Moi, je suis pour qu'on augmente les salaires. Non, mais l'intéressement. Non, je suis plutôt... Non, je suis pour d'abord et avant tout qu'on augmente les salaires. Après, il y a un modèle qui est très pertinent, mais que Macron ne valorise pas, qui est la coopérative. Et dans une coopérative, tous les salariés participent de la même manière à la rétribution de la richesse produite. C'est une collectivisation de la société. C'est une coopérative. Et les coopératives en France fonctionnent très bien. On parle des chômeurs aussi. Parce que vous avez vu qu'il a voulu, il veut encore plus traquer les chômeurs. Il les a méprisés. Il l'avait déjà dit. Il les a méprisés. Donc on voit quand même le mépris de classe. Où est-ce que vous avez vu le mépris? Écoutez, considérer que les chômeurs dans ce pays seraient... C'est pas normal ça de vérifier si les chômeurs, effectivement... Mais en fait, le problème, ce qui n'est pas normal, c'est que le discours de Macron veut faire croire que si les chômeurs restent au chômage, c'est bien souvent parce qu'ils refuseraient les offres d'emploi. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y avait des multirécidivistes du refus. Classique. Multirécidiviste du refus. Il les pointe du doigt, alors qu'il n'a, à aucun moment, il n'a pointé du doigt
les riches fraudeurs, comme vous l'avez signalé. Or, aujourd'hui, il y a seulement 120 000 offres d'emploi par an qui ne sont pas pourvues. Ça prouve bien que face aux millions de chômeurs que nous avons, le problème, il est d'abord et avant tout de relancer l'activité pour recréer des carnets de commandes, pour recréer de l'activité, de l'emploi. Vous relancez l'activité, vous êtes marrante. Ah bah non, mais moi je suis très marrante, non, je suis très sérieuse. On a un programme, c'est l'Avenir en commun, qui permet justement... Qui coûte des fortunes, qui coûte... Non, pas du tout. Qui endette l'État jusqu'au cou. Qui au contraire, ce qui endette l'État, vous savez, c'est ces cadeaux de milliards que l'on fait justement à la rétribution du capital et qui sort une partie de l'argent du circuit économique. L'assurance chômage ne vous convient pas? En plus, la réforme de l'assurance chômage est une étatisation, une fiscalisation finalement de l'assurance chômage. C'est pas sûr. Une rupture. Les partenaires sociaux risquent quand même d'être de s'y opposer. associés. Mais la logique qu'il veut mettre en place, c'est une rupture du paritarisme et qui revient, c'est le projet, qui revient sur les acquis du Conseil national de la résistance. Ouais. Je comprends que ça plaise au Figaro, puisque le programme de M. Macron correspond quand même aux injonctions finalement qui datent du temps de M. Kessler du MEDEF. On lui avait sorti cette phrase célèbre. Il faut démanteler un à un l'ensemble des acquis du Conseil national de la résistance. Et Macron s'y attelle. Il n'a absolument pas parlé de ça, mais enfin... Oui, mais de fait, remettre en cause la hiérarchie des normes sur le Code du travail, remettre en cause le système paritaire sur l'assurance chômage, sur la formation professionnelle, l'ensemble de ces mesures, si vous regardez bien, la philosophie néolibérale, elle est bien de remettre en cause les acquis du Conseil national de la résistance. Il a été question du harcèlement sexuel, du harcèlement des femmes, notamment dans la rue, dans les transports publics, parce qu'il y a une actualité actuellement. Il a dit sa volonté de lutter contre ça et des mesures devraient être prises justement contre ça. Vous êtes d'accord avec ça? Alors je suis d'accord sur le fait qu'il faut vraiment lutter contre le harcèlement sexuel et vraiment batailler pour l'égalité femmes-hommes. C'est une réalité quotidienne. C'est une réalité quotidienne, le harcèlement sexuel, mais qui pas simplement sur la voie publique, qui est dans beaucoup d'entreprises. Le harcèlement sexuel dans les entreprises est un problème sur lequel il faut agir. Et l'affaire hollywoodienne, qui nous préoccupe tous, montre bien qu'en aucun cas, comme a laissé sous-entendre M. Macron dans son propos, le problème du harcèlement sexuel serait limité au quartier populaire. Mais hélas, à toutes les couches, il a eu une phrase assez ambiguë là-dessus, qui stigmatisait les quartiers populaires là-dessus. Vous voyez la stigmatisation dès qu'il ouvre la bouche. Oui, tout à fait. Non, mais parce qu'elle est réelle. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce qu'elle est réelle. Excusez-moi, elle est réelle. Or, le problème, c'est que M. Macron a réduit de 25% le budget alloué à l'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, il n'y a même pas de ministère pour l'égalité oui, mais il n'y a pas un vrai ministère pour l'égalité des femmes. Et donc, c'est un vrai problème. C'est pas en baissant les moyens qu'on va renforcer l'action. Est-ce que c'est possible de verbaliser justement les auteurs de harcèlement, d'agression, quand ils sont pris sur les faits? Alors, c'est très compliqué. On comprend bien que c'est compliqué, que ça va être difficile à mettre en œuvre. Mais pour autant, déjà la première étape, c'est de former l'ensemble des commissariats pour que les dépôts de plaintes sur tout type de violence, harcèlement et violence sexuelle soient facilités. Parce qu'aujourd'hui, non seulement beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte, mais quand elles déposent plainte, il ne faut pas croire que dans les commissariats, les formations suffisent à l'accompagnement des femmes. Et là, il y a une vraie défaillance de notre système qu'il faut améliorer. Et il faut renforcer les moyens alloués aux associations qui font l'accompagnement aux victimes. Est-ce qu'il y a du harcèlement sexuel à la ville de Paris? Certainement. Non, mais au Conseil de Paris. Au Conseil de Paris, moi personnellement, je n'ai jamais été victime d'harcèlement sexuel. Mais quand il y a eu l'affaire Beaupin, on a Denis Beaupin, on a découvert que d'autres élus du Conseil de Paris, des conseils d'arrondissement, avaient pu être victimes. Donc il faut avoir conscience... Denis Beaupin qui a obtenu un non-lieu. Un non-lieu, mais parce que les éléments étaient trop antérieurs, non pas parce qu'on aurait démontré que les faits étaient faux. Et j'exprime vraiment toute ma solidarité avec celles qui ont eu le courage de l'ouvrir. Et c'est important de l'ouvrir. Hier, il a peu été question d'écologie dans l'entretien avec le président de la République. Le mot climat a été dit, mais... Il n'était pas tout seul aussi. Il y avait des journalistes qui lui posaient des questions, le temps était compté. Est-ce que vous estimez que Nicolas Hulot, qui est le ministre de l'écologie, fait le job? Alors le problème, c'est est-ce que c'est de son fait ou est-ce que c'est de fait prévu qu'il ne soit là que comme caution
et que l'ensemble des arbitrages finalement soient faits en défaveur des urgences écologiques. Parce que pour le glyphosate, on est mal barré. Pour l'ensemble des autres questions climatiques, on est mal barré. Il a donné une interview hier dans le journal du dimanche pour dire que le glyphosate, d'ici à la fin du quinquennat, ça serait réglé. Oui, on est mal barré, parce que ça veut dire que ça n'est pas réglé là maintenant, et donc je peux vous dire que rien n'est acquis pour l'instant. Sur Notre-Dame-des-Landes, rien n'est acquis, et surtout, le gouvernement a pris la décision d'accepter la mise en œuvre du CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada. Or, cet accord du libre-échange avec le Canada, comme le montre le rapport qui avait été commandé sur les conséquences écologiques, est totalement climaticide, puisque vous allez instaurer des tribunaux d'arbitrage privés qui permettront à des multinationales de pouvoir, y compris ester en justice les États, et donc l'État français ou les collectivités, si à un moment donné, des réglementations pour préserver nos ressources naturelles, le climat, la biodiversité, vont à l'encontre des profits de leur... la justice arbitrale dans les tribunaux privés qui permet aux multinationales d'être jugées par leurs pairs et qui leur permet finalement de juger, d'empêcher la souveraineté des peuples de s'exercer pour définir les réglementations propices à l'environnement, c'est un piétinement de notre souveraineté. Est une potiche au milieu du gouvernement. Moi, je n'ai pas de propos insultants à l'égard de M. Hulot, dont je pense qu'il a des convictions sévères, mais dont je pense qu'il est... aujourd'hui, M. Macron est le président aussi des lobbies. Et n'est pas là pour défendre, hélas, l'intérêt général. Il a rappelé d'ailleurs son soutien à la stratégie atlantiste avec les États-Unis. Et M. Trump, que je sache, sur le climat, on sait très bien ce qu'il en est. Mme Hidalgo a raison de vouloir fermer l'automobile à essence, fermer Paris aux automobiles à essence d'ici à 2030. Donc elle anticipe de 10 ans par rapport à ce qui a été décidé dans la loi de transition énergétique. Oui, mais cette mesure seule est incantatoire. Il faut à tout prix prendre conscience que le problème de la pollution à Paris, comme dans l'ensemble des grandes agglomérations urbaines, nécessite de repenser l'aménagement des territoires. Repenser l'aménagement des territoires, ça veut dire arrêter de spécialiser des zones et de dire c'est là que vous allez travailler, c'est là que vous allez consommer, c'est là que vous allez dormir et c'est là que vous allez avoir accès à vos services publics. Parce que les distances entre subi, domicile-travail, sur ces 10 dernières années, elles ont augmenté de quasiment 30%. Et les transports en commun n'arrivent pas à pallier à tous. Donc il faut évidemment développer les transports en commun, mais plutôt que de supprimer les voitures à diesel puis les voitures à essence et chercher... Avec elle. Je ne pense pas qu'il faille simplement remplacer l'usage de ces voitures à essence et à diesel par des voitures individuelles électriques, parce qu'il y a d'autres problèmes énergétiques qui sont posés par cela. Il faut développer les transports en commun. Il faut à la fois développer les transports en commun et surtout repenser l'aménagement du territoire pour réduire les distances subies. La politique de Mme Hidalgo, est-ce que vous la soutenez ? Non, je suis dans l'opposition. D'accord. Opposition de gauche. Donc vous ferez tout pour qu'elle soit battue en 2020 ? Eh bien, je ferai tout pour qu'une alternative citoyenne qui prenne en compte les enjeux écologiques, des biens communs, la République en marche. Non, je ne pense pas que la République en marche porte l'idéal des biens communs, des services publics. C'est pas à moi de le décréter aujourd'hui. Je n'ai pas la tête là-dedans. Qui est-ce qui le dit, écoutez, là, on est dans une démarche citoyenne France Insoumise. Il sera le temps d'ici là que les citoyens impliqués dans la France Insoumise, il serait cohérent de ma part dans mon parcours que je me propose. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cette préoccupation-là. Moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'être utile pour rendre compte de mon travail de citoyenne élue d'opposition et de contribuer dans les quartiers à l'auto-organisation des citoyens pour défendre leurs intérêts. Donc, on a compris, Hidalgo et le président des lobbies, c'est pas vraiment la tasse de thé de Daniel Simonet. C'est maintenant l'heure de vos questions avec Jean-Baptiste Semerjian que nous allons poser à Madame Simonet dans une deuxième partie. Jean-Baptiste, bonjour. Première question. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Une première question de Bastien qui voudrait avoir votre avis sur le logement HLM occupé par le député insoumis Alexis Corbière. Écoutez, il s'est engagé à laisser son logement, donc c'est en cours. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et vous avez un avis comme ça sur ces hommes politiques qui peuvent profiter de logements HLM ? Non, parce que j'estime qu'il est tout à fait conforme à ses engagements. Donc pour moi, c'est un non-sujet. Il n'a pas respecté sa parole, Corbière. Vous rigolez, sa parole, c'est quoi ? C'est que quand il sera élu député, il s'engagera à quitter son logement. Il est en train de le faire, donc il n'y a pas de problème. Ça fait déjà 5 mois maintenant. Oui, alors ça se fait du jour au lendemain. Non, et à votre avis, des boules puantes comme ça aussi sur sa conjointe, ça vient d'où ? C'est-à-dire ? Il y a eu cette histoire. Le fait qu'avocate, elle ne payait pas l'URSSAF. Alors, ce qui est intéressant quand vous regardez bien le dossier, c'est que finalement, elle reconnaît qu'il y a eu
qu'elle a eu un retard dans ses déclarations, mais que visiblement les informations du canard enchaîné étaient erronées parce que quand vous avez un retard dans vos déclarations, on vous impose en fait une taxation de revenus sur la base d'un revenu forfaitaire. Donc visiblement les sommes n'étaient pas annoncées dans le canard enchaîné, n'étaient pas les vraies. Après elle a annoncé que de toute façon, au moment où le canard enchaîné a publié ces données, elle avait déjà eu ces réunions avec le canard, enfin ces réunions, ces rendez-vous qui permettaient de s'engager à rembourser et échelonner le remboursement de sa dette. Donc pour moi, pareil, affaire classée. D'accord. Tram qui souhaiterait votre avis sur l'écologie, vous en avez déjà un petit peu parlé Oui. tout à l'heure. Mais Tram voudrait vraiment un exemple précis au quotidien. En quoi vous, est-ce que vous êtes écologiste? En quoi moi je suis écologique au quotidien? Écoutez, je pense concrètement que nos ressources naturelles sont finies, voilà, et qu'il ne faut pas prendre à la Terre plus que ce qu'elle n'est capable de régénérer. Bon, donc ça implique qu'il faut repenser notre mode de développement. Alors il y a vos attitudes dans votre comportement personnel, évidemment, le tri sélectif, tout un tas d'actions, de gestes. Moi, j'ai pas le permis de conduire, je me déplace surtout en transport en commun, mais c'est pas simplement la somme de nos comportements individuels qui permet de lancer notre pays dans une transition énergétique nécessaire à la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut engager une planification écologique. Et tout à l'heure, je parlais de la planification écologique à travers la réduction des distances domicile-travail, mais c'est aussi comment on engage la transition énergétique au passage aux 100% d'énergie renouvelable. Je pense que c'est nécessaire et c'est possible. La France est en retard là-dessus. Ah mais complètement. On devrait être en capacité de sortir et du nucléaire et des énergies carbonées. Voilà. On doit le Et faire vous pensez et qu'on peut s'engager. vivre qu'avec de l'énergie renouvelable? Tout à fait. Vous avez au niveau Vous allez couvrir le territoire au niveau- d'éoliennes, alors? Non, mais vous avez par exemple sur l'énergie de la mer, il y a des possibilités véritables et des études très intéressantes qui montrent que c'est tout à fait possible. Et c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. D'accord. Jean-Baptiste. Blablabla, blablabla, dit Yannick. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre de défiance qui arrive assez Qui souvent? nous disent concrètement, lui, à quoi il pense. Mais sur la question, par exemple, des déchets, il faut absolument sortir aussi des usines d'incinération. Il y a un gros projet avec lequel je suis vraiment en désaccord avec Madame Hidalgo, c'est l'usine d'incinération d'Ivry. On refait une énorme usine d'incinération alors qu'on doit tous réduire nos déchets et qu'on est engagé dans la réduction de nos déchets. Résultat, Suez Environnement, pour faire fonctionner son usine d'incinération qui va valoir 2 milliards d'euros, eh bien va devoir finalement, pour que les fours fonctionnent, garder le même volume de déchets. Donc c'est un projet inutile imposé. Mais je pourrais parler aussi d'Europa City, blablabla. Europa City, vous imaginez le plus grand centre commercial d'Europe avec une piste de ski. C'est pas fait totalement encore, hein. C'est pas fait encore. anti-écologique. Et non, et on compte bien continuer à batailler pour que le projet ne puisse pas voir le jour. Dernière question. Question de Marceau qui vous demande si Emmanuel Macron est de gauche ou de droite. Pourquoi? Emmanuel Macron est un extrême néolibéral. Ah. Voilà, je pense que c'est un extrémisme. Voilà. Ah, c'est un extrémiste. Ah, tout à fait. C'est un extrémisme néolibéral. Parce que finalement, quand vous regardez l'ensemble des politiques qu'il prend, la casse du Code du travail, c'est la remise en cause de la hiérarchie des normes. C'est un casseur, en fait. C'est un casseur de la République, oui, bien sûr, parce qu'il remet en cause la hiérarchie des normes et le principe de faveur et l'égalité de tous devant la loi au niveau du Code du travail. Il remet en cause les acquis du Conseil national de la résistance sur notre système de protection sociale. Il s'attaque à l'idée même de la progressivité sur le revenu quand il met en place la flat tax à 30% sur les revenus du capital. Vous pouvez prendre une série de mesures Vous allez comme l'accuser ça. de remettre en question le traité de Versailles aussi de 1919, non? Non, mais je peux vous dire que lorsqu'il il remet en cause les associations en supprimant les emplois aidés, eh bien c'est un pilier de notre démocratie à travers la loi de 1901 qui est menacé parce que vous avez énormément d'associations qui vont en crever de ces suppressions de postes. Et quand il conditionne les collectivités à une politique d'asphyxie et à un chantage aux réformes structurelles qu'elles mettront en place, c'est une atteinte aussi à la souveraineté démocratique à l'échelle de la commune qui est la base de la République. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Danielle Simonet, conseillère de la France Insoumise à Paris. Et bien, il y avait Jean-Baptiste Semerjian pour se faire l'écho de vos questions. Merci à vous, Danielle Simonet. Merci, Jean-Baptiste. Merci aux internautes. Et nouvelles aventures demain.